Alors, on y va avec cette conférence sur comment vaincre la peur, comment surmonter, comment dépasser la peur de la vieillesse. Donc, on est tous concernés par ça parce que, bah, moi aussi, je suis vieillissante, pour ne pas dire vieille. Donc, je me garde encore pour un peu plus tard. Voilà. Alors, est-ce que tu pourrais mettre les premiers diaporamas, Karine, s'il te plaît? Oui, il faut juste que tu me donnes un peu de temps. Je dois faire un partage d'écran. Donc, moi, j'interviens pour Entrelac, l'association qui tente de transformer le pire en meilleur. Voilà. Qui est notre association. Enfin, pour moi, ça fait 25 ans maintenant que je suis dans cette association et préside. Et c'est vraiment pour moi, c'est un honneur de pouvoir servir cette association et de pouvoir à l'intérieur de c'est pas une congrégation, mais c'est quand même un groupe qui est tourné vers la même chose, comment aider pour que nous puissions transformer le pire en meilleur, c'est-à-dire les maladies graves, la vieillesse difficile notamment, isolée, le deuil et la fin de vie. Et ce sont donc les thèmes principaux. Voilà, tu peux continuer, s'il te plaît, avec le prochain diapo. Donc voilà de comment j'aborde cette conférence ce soir, de quoi ça nous parle, cette peur de la vieillesse. En fait, est-ce que nous pouvons comprendre pourquoi on a peur du vieillissement? Je ne suis pas sûre que c'était toujours le cas dans toutes les sociétés, dans toutes les euh, cultures. Je pense dans la nôtre notamment parce que les vieux ne sont plus honorés. Et donc, je comprends tout à fait que la peur devant cette dégradation et de la perte de statut est un des problèmes. Après, comme moi, je suis une fada des plantes, il faut juste voir mon jardin. Donc, évidemment, je suis très proche des fleurs et aussi de ce qu'elles nous enseignent. Je vais prendre un enseignement d'eux et aussi du soleil. Qu'est-ce qu'il nous dit par rapport à la vieillesse? Après, nous allons voir qu'est-ce que ça veut dire une vieillesse accomplie ou inaccomplie. Et puis, regardons les 7 tâches de la vieillesse qui nous incombent tous si nous voulons mourir vivants. Voilà. Alors, on continue. Donc, là, il faut juste voir effectivement de comment nous fonctionnons, notre répression, dissimulation des signes visibles de la vieillesse. Alors, ce qui m'est revenu en tête, c'est que combien de femmes à partir de je ne sais pas quel âge, à partir de la soixantaine en tout cas, ne mettent plus des manches longues. Et je trouve ça très intéressant parce que moi-même aussi, et je vais vous partager quelque chose. Il y a je pense une dizaine d'années en arrière, j'ai vu une thérapeute qui s'appelle Katie, une américaine, et puis elle a enfin, elle a retroussé son manche et puis elle a fait comme ça et elle a dit I love my wobbling arm. Enfin, tout ce qui se fait, qui fait là comme ça, elle disait j'aime ce bras. Et moi, je trouvais extraordinaire qu'elle pouvait dire une chose pareille. Alors, j'ai observé que moi-même aussi, j'avais arrêté à mettre des manches courtes. Et puis cet été, je me suis dit, zut, et je m'en fous. Et j'ai remis mes t-shirts qui montrent
les traces du vieillissement de mon bras et de mes bras. Après, bon, on voit bien notre résistance contre le processus du vieillissement. Regardez, vous connaissez probablement un peu ce qui se fait. Je ne sais pas si vous en avez recours. Je n'ai jamais été vraiment tentée, à part le Botox, par l'acide j'arrive jamais à dire ce mot, mais bon, vous voyez, il y a une acide qui fait qu'on a perdu 15 ans. Et puis, il y a la chirurgie esthétique. Alors, c'est vrai que parfois, je me fais aussi comme ça, et puis je me dis, ah ouais, là, je perds tout de suite 15 ans. Hein, parce que là, ces lignes sont vraiment un des signes. Et la résistance, c'est, ah, j'aime pas ça. Donc, ça fait partie, je pense, de notre société occidentale surtout. La fuite devant l'évidence que nous allons tous mourir. Personnellement, ce que je rencontre constamment, c'est des gens qui me disent quand ils ont perdu quelqu'un, ah, moi, je ne vais pas aller le voir à la morgue ou au funérarium. Je veux garder son souvenir d'avant. Ben, est-ce que ce n'est pas une peur devant ce qu'on pourrait voir et ce qui nous renvoie? Eh bien, un jour, c'est toi qui seras peut-être là. Donc, en fait, ça parle vraiment en nous de quelque chose qui dit non, j'en veux pas. Et le non, il va être vraiment important. Regardez cette phrase, je l'ai mis dans ma salle d'attente parce qu'elle est très importante. Parce que ce que l'on réprime s'imprime. Ce à quoi on résiste persiste. Et ce que l'on fuit nous poursuit. Mais ce à quoi on fait face s'efface. Donc, bon, principalement, on le dit par rapport aux émotions, par rapport au contenu de notre inconscient, à quoi on résiste, qu'on réprime, les émotions qu'on refuse, ce qu'on fuit, les problèmes. Mais on peut l'appliquer aussi par rapport à la vieillesse. Donc, essayons de faire face ce soir. Merci d'être là et avec moi d'aller faire ce voyage. Donc, regardons donc, je suis allée dans mon jardin faire quelques photos. Voilà les dahlias. Et ça, évidemment, ça c'est un bouton, on en a deux. Un qui est fermé encore et l'autre déjà semi-ouvert. Donc, on pourrait dire ils sont dans leur enfance ou adolescence. OK? Et puis, le suivant. Alors là, ça, c'est quand même magnifique. Le dahlia en plein épanouissement. Et ça, évidemment, pour nous, n'est-ce pas, ça, c'est de la beauté. Mais on est en extase devant ça. Moi, quand je vois ces fleurs, et surtout quand il y en a beaucoup ensemble, c'est absolument impressionnant. Que c'est beau et la beauté ne dure pas. Waouh, regardez ça. Ouais, c'est un dahlia, mais qu'est-ce qu'elle est moche. Donc, évidemment, moi, avec mon sécateur, je vais la couper, c'est clair, parce qu'elle est vraiment moche. Bon, alors, on va plus loin. Deux boutons de tournesol à des stades différents. Encore l'enfance et l'adolescence de ce tournesol. Sympa. Après, on a le tournesol en plein épanouissement. L'âge adulte, magnifique. Alors, c'est comme un soleil, effectivement. Et puis, voilà, bon, bah, tout est tombé des pétales. Voici la vieillesse. Plus très jolie parce que tout noir. Mais surtout, ne la coupez pas.
parce qu'il faut maintenant qu'elles mûrissent, les graines. Parce que les mésanges vont aller se régaler sur les graines qui seront arrivées à leur maturité. Donc, regardez, les plantes nous enseignent qu'ils ont un but, c'est leur tâche de produire des fruits et des graines. Et la question est nous, quelle est notre tâche? Quels sont les fruits que nous aurons à présenter lors de notre vieillesse? Si vous êtes jardinier, vous saurez que une fleur, quand elle est défleurie, il faut la couper. Et c'est important qu'on la coupe parce que celle qui laisse la place va donner du jus pour les autres et il y en a d'autres qui vont venir. Et en fait, plus qu'on coupe tout ce qui est défleuri, ça va attiser des nouvelles fleurs. Alors, on doit quand même voir une chose. Leur but n'est pas, comme ce dahlia en toute merveille, alors bien sûr, d'accord, ok, peut-être aussi. Mais le but ultime, c'est qu'ils veulent produire des fruits ou des graines. C'est-à-dire quelque chose qui va rester au-delà d'elles. Quelque chose qui va rester pour être remis de nouveau dans la terre, pour donner de nouveau une fleur, de nouveau des fleurs, de nouveau une multiplication. Donc, il y a vraiment dans ce stade de la vieillesse quelque chose d'extrêmement précieux. Là, j'ai écrit un jour, l'être de lumière nous demandera où sont tes fruits. Je me rappelle de Nicole Dron qui est venue à Genève il y a quelque temps pour donner une conférence pour Entrelacs. Et elle nous a raconté son NDE, son expérience de mort imminente, lors d'une opération, enfin, lors d'une opération. Elle a fait un arrêt cardiaque, respiratoire, et elle est partie. Et durant cette période où elle était en mort clinique, elle a passé le tunnel, elle a passé de l'autre côté, elle a rencontré son frère qui est mort quand il avait 7 mois. Et elle l'a tout de suite reconnu, même s'il avait 15 ans, qu'il aurait eu d'ailleurs sur Terre, quand elle a eu sa mort clinique. Et après, elle a eu la rencontre de l'être de lumière. Et cet être de lumière lui a demandé « Où sont tes fruits? Qu'as-tu fait pour les autres ?» Et là, elle avait 24 ans. Elle dit « Bon, j'ai fait du bénévolat, mais bon, c'était pas bien beaucoup ce que j'ai fait. » Elle était tout à coup devant une certaine pauvreté, ce qu'elle avait cru comme gloriole. Elle était tellement bien, tellement gentille. Et devant l'être de lumière, c'est comme si elle a commencé à voir, mais effectivement, qu'est-ce que j'ai fait qui m'a coûté quelque chose aussi? Parce qu'on fait bien des choses pour avoir du retour. Alors, c'est une question très importante. Qu'avons-nous à montrer un jour à l'être de lumière? Parce que ça va être ça qui va être important après avoir vécu une vie, que nous produisons des graines, que nous produisons, voilà, si j'en étais des fleurs, que nous produisons quelque chose qui reste au-delà de nous.
la tombe avec une pierre tombale, que ça reste de nous, je trouve c'est bien peu et bien inutile. Alors, continuons notre voyage. Voilà ce que le soleil nous enseigne. Vas-y encore, Karine. Suivant. Quand nous regardons le cours du soleil, moi j'ai beaucoup aimé ce que Jung a dit à propos de la course du soleil. Il le compare au voyage de l'âme au cours de la vie d'un homme et que c'est comme le voyage du soleil au cours de la vie d'un jour. C'est-à-dire notre vie depuis la naissance jusqu'à la mort correspond au soleil qui se lève, monte au zénith et redescend de l'autre côté pour s'enfoncer derrière l'horizon. J'ai beaucoup aimé ce parallèle et regardons maintenant cette course du soleil où tout en bas, effectivement, il se lève lumineux. Dans le cours de notre vie, on pourrait dire, ça correspond à la toute petite enfance. Il monte l'enfance, il prend de l'ampleur, enfin, de la luminosité, de la chaleur, il monte au zénith. Et là, il est en apothéose, aussi au niveau hauteur, on pourrait dire de sa perspective, voit beaucoup, beaucoup, beaucoup maintenant. Et puis après, ça redescend. Et on a, après, je dirais, ce zénith qui serait autour de la quarantaine, hein, parce que c'est ça qu'on appelle le milieu de vie. La descente, la cinquantaine, soixantaine, septantaine, jusqu'à la fin, le soleil qui descend et s'éteint, en tout cas vu de notre perspective. Moi, je fais aussi, d'ailleurs, j'ai une aparté juste, je fais souvent ce parallèle, je demande aux gens, quand ils ont des réveils difficiles, avec des angoisses, avec des sentiments désagréables, je leur dis, eh bien, à mon sens, et c'est ce que j'ai découvert à travers ma propre expérience, il y a quelque chose qui correspond à ce que le bébé a senti à la naissance. Et on est au même endroit que lors de notre naissance, c'est-à-dire on sort du ventre de la nuit, on arrive, blouf, de nouveau sur la Terre, dans les terrestres, dans la réalité, et il y a des sentiments là qui peuvent être difficiles. Personnellement, ce que j'avais découvert, c'est que je me sentais toujours coupable au réveil. Et je comprenais jamais pourquoi. Alors, évidemment, je cherche, et je trouve toujours pourquoi j'étais coupable. J'avais pas fait ça, j'avais pas fait un téléphone, j'avais omis ceci, j'étais toujours en arrière de ce que j'aurais dû faire, quoi. Plein de raisons d'être coupable. Et pourtant, quand j'ai revécu ma naissance, j'ai compris pourquoi j'étais toujours coupable. Parce que cette culpabilité à la sortie du rêve, elle me remettait au moment de la naissance où j'étais coupable d'avoir déchiré ma mère. Et donc, les conséquences, tout ce que ça a eu, son hémorragie, etc., voilà, tout l'impact après qui me rendait coupable. Et donc, ce que j'ai fait, je vous dis ça parce que si ça vous arrive, c'est peut-être aussi très utile. Tu pourrais me donner là le petit doudou. Voilà, j'ai un petit doudou. Vous avez
un doudou chez vous, vous prenez un coussin, peu importe, vous le prenez et vous le pressez, le prenez contre vous comme ça, en lui disant, ah bon, c'est ça ce que tu as senti à la sortie du ventre. C'est ça ce que tu as vécu. Waouh! Oh là là! Et en reconnaissant ce bébé en vous, ça aura un effet apaisant parce que en fait, vous vous êtes connecté à cet enfant au moment de cette naissance. Voilà. C'est un petit aparté, mais je pense qu'elle est utile de comprendre que notre vie est aussi représentée dans cette course du soleil. Alors, qu'est-ce qu'il nous enseigne, ce soleil? Quand on est au zénith, il y a un bouleversement qui a lieu. Il y a quelque chose qui tourne. Ça s'appelle la crise de la quarantaine, midlife crisis. Il y a un changement de perspective. Tout à coup, ce qu'on faisait nous intéresse moins. On a fait le tour. On a des nouveaux intérêts et on a des nouvelles valeurs qui émergent. Il y a aussi des rêves qu'on n'a pas réalisés. Et tout à coup, on réalise, parce que comme on est en haut là, on voit vers le bas, eh bien oui, ça va vers la mort. Quand on est dans la montée, on ne voit pas la mort. C'est pour ça les jeunes, la mort, c'est hors de leur esprit, sauf évidemment s'ils sont touchés par la mort de quelqu'un de proche ou s'ils ont des envies suicidaires. Mais sinon, c'est hors de leur monde parce qu'ils vont vers la vie, ils vont vers ce zénith. C'est ça qui est important pour eux. Mais là, on réalise que voilà, ça va en direction de la descente maintenant. Et apparaissent aussi des doutes, apparaissent parfois des dépressions. On ne sait plus où aller. Parce que là, c'est comme un nouveau chemin. On fait un chemin nouveau, on ne sait pas où ça va, ni comment y aller. Alors, la crise de la quarantaine, c'est un endroit extrêmement important dans notre vie. Elle peut être variable. Évidemment, il y a des gens déjà dans la trentaine qui peuvent être à cet endroit. D'autres y seront dans la cinquantaine ou lors de la retraite. Peu importe, il y a quelque chose qui aspire à quelque chose de nouveau. Et je pense que c'est une crise extrêmement salutaire qu'il ne faudra absolument pas tuer avec des antidépresseurs ou des anxiolytiques, etc. Mais plutôt aider à passer à un niveau supérieur. Bon, vous voyez, le démon de midi, le dernier truc encore, c'était quand même souvent, bon, je crois que c'est attribué surtout aux hommes. Je ne sais pas si les femmes aussi ont des démons de midi, mais voilà, quand ils cherchent une petite jeunette, parce que, voilà, on a envie de se rajeunir avec quelqu'un qui a 20 ans de moins. Bon, passons à la suite. Regardons qu'est-ce que c'est une vie accomplie. Donc là, je m'appuie sur un schéma que j'ai de Bernard Monteau qui vous montre la même chose comme la course du soleil que vous avez vu tout à l'heure et qui là maintenant met la vie dessus. Cette ligne rouge qui commence à gauche avec la naissance et puis ça monte, il y a les différentes étapes de conscience. Vous voyez, pendant ce qui est en dehors de, en fait, en pointillé à gauche, le c'est, le fœtus,
Il est dans un état de c'est. C'est-à-dire parce qu'il n'a aucun pouvoir de toute façon. Lui subit, lui vit ce que la mère vit et c'est ce qu'il vit. Il n'a pas encore ce qu'on appelle l'ego. Ça commence avec la naissance. Et à partir de la naissance, notamment le traumatisme de la naissance, il y a quelque chose qui se développe appelé ego. Évidemment, pour un tout petit enfant, il est minuscule, mais il grandit au fur et à mesure qu'il grandit, qu'il prend de l'âge. Le premier état de conscience, le on, parce que les petits-enfants disent on d'eux-mêmes, hein, on, c'est pas je, il n'y a pas encore de je. Il parle de soi avec le nom de son propre nom, hein. Lydia a envie chocolat. Et puis après vient le nous, l'enfance. On est dans le groupe familial, on fait partie d'un groupe, d'une famille, et on a une place dedans. Et puis vient le moi, non? Le gorille qui fait moi, qui commence à vouloir se séparer du groupe parental pour devenir moi-même. Moi et ce que je veux et pas ce que vous voulez. Et donc, ça continue. Vous voyez, j'ai mis de plus en plus épais. Et on arrive au zénith. L'homme qui a pris une profession, qui s'est peut-être marié, qui a une vie sociale. Donc, il est quelqu'un qui va, en tout cas, ça me semble important, une réussite professionnelle, une réussite sociale ou une réussite familiale. On ne va pas réussir partout, sauf exception. Mais ça suffit quand même qu'il y en ait quelques réussites pour se sentir quelqu'un de valable. Vous comprenez ça? Parce que c'est important, l'ego a besoin de s'affirmer, d'exister, je suis quelqu'un de bien. Alors, ça, c'est un état, quand on l'a accompli sur le plan extérieur, dans le travail, dans la famille, en étant parent, père, mère, etc., forcément, ça nous donne une certaine conscience de que je suis ceci, je suis ça, on a des compétences, on sait bien faire. Et puis commence peu à peu quelque chose au niveau de cette crise qui dit, mais attends, pourquoi je me lève? Est-ce qu'encore jusqu'à 65 ans, je vais continuer ma vie comme ça? Mais ça sert à quoi? Mais à quoi ça sert tout ça? On est là-haut et c'est comme si tout ce qu'on a fait avant, ça devient, bon, on l'a fait, on a fait le tour. Mais est-ce que c'est tout? Et en nous commence comme une soif, à apparaître qu'est-ce qui sera la suite? Moi, j'appelle ça une crise spirituelle. Pour certains, c'est une crise de rattrapage de l'adolescence, d'accord, mais je ne vais pas parler de ça maintenant. Parce que quand c'est une aspiration à faire autre chose, ras-le-bol des chiffres au niveau de la banque, d'être secrétaire, de faire toujours tous ces trucs répétitifs, et on aspire à d'autres choses. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure, c'est des nouvelles valeurs qui apparaissent, des nouveaux intérêts. Certains commencent à se former, à changer de profession. Ils veulent aller dans quelque chose de beaucoup plus utile, plus satisfaisant. Et je dirais, dans ce qui apparaît, c'est ce désir de servir, d'être utile à quelque chose, de servir une cause. Ça veut dire aussi qu'évidemment, beaucoup du bénévolat s'appuie sur ce besoin-là. Et Bernard Monteau l'a appelé « après le moi, apparaît le je ». En allemand, on n'a pas une distinction de un moi et un je. On parle du petit moi, das kleine Ich, et le
grand moi, enfin das große Ich. Et l'apparition à partir de cette crise, et donc à partir de la cinquantaine, etc., c'est un nouveau désir d'être, ce n'est plus le moi qui compte, mais plutôt d'être au service des autres. Mais forcément, si on était servile avant, ça sera difficile. En fait, il faudrait, là, au milieu de la crise de la quarantaine, il faudrait se servir de ce temps d'incertitude, de problèmes, de ne pas savoir où aller. C'est vraiment le moment propice pour faire une thérapie, pour faire un travail par rapport à soi-même et les vieilles casseroles qu'on traîne derrière soi depuis notre début de vie, l'enfance, etc. Alors, après, on peut devenir vraiment serviteur pour une cause, parce qu'elle devient plus importante que le moi. Et puis, plus on continue encore, il y a un nouvel état, ça c'est bon, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas tellement, c'est plus en Inde qu'on rencontre ça chez les sages, les gourous là-bas. Ils parlent à la troisième personne d'eux-mêmes. Ils, parce que le moi n'a plus d'importance, le je n'a plus d'importance. C'est comme ils sont juste là encore à servir et puis se retirer dans le silence. Et puis le lui, ça serait se rejoindre la source, le moment de la mort. Et vous voyez de l'autre côté, il y a cette courbe inverse, en fait la courbe bleue spirituelle. Et vous voyez aussi, elle commence avec une mort, parce que le bébé en naissant, il vit une mort. Et les Indiens disent bien qu'il faudra pleurer avec le bébé qui pleure, parce que lui, il vient de quitter le monde de l'au-delà, d'un autre monde. Et il rentre dans ce monde terrestre difficile. Alors, il est quand même encore beaucoup lié. Vous voyez, au début, il est quand même c'est un être géant en esprit. Et de plus en plus qu'on rentre dans la société avec la socialisation de l'école, etc., eh bien, il descend. Hein, c'est comme ces deux mouvements qui se croisent. Et à la quarantaine, en général, ben, vous voyez, c'est assez en bas, à part des pâquerettes. Et voilà, après, à travers cette quête par rapport à des nouvelles valeurs et d'un service et l'intérêt pour la vie spirituelle, c'est pas religion, pas nécessairement, c'est notamment la quête de sens, parce que notre vie a besoin de sens. Et la ligne remonte de nouveau au fur et à mesure que l'autre descend. Et évidemment, à la mort, ça sera vraiment rejoindre cette autre dimension. Et alors voilà, une personne comme ça peut dire, voilà, ma vie est accomplie. J'ai accompli ce que j'avais à faire. J'ai servi. J'aurais pu peut-être faire mieux, mais c'est bon. Je peux partir, rejoindre l'autre côté. Je me réjouis de ma mort, comme la cantate de Bach le dit. Alors, on va vers la vie non accomplie. Qu'est-ce que c'est? Tu passes le prochain, s'il te plaît. Voilà. On a de nouveau la même chose sur la gauche, avec les niveaux de conscience qui changent. Ce qui change, c'est que, notamment dans notre société qui, elle, a que du mépris pour la vieillesse, à partir de la quarantaine, il y a une courbe qui ne veut pas descendre, elle veut rester au niveau. Et en fait, il n'y a pas de changement qualitatif. C'est continuer du même au même. Et au niveau du moi qui réussit socialement, financièrement, etc., ça continue encore, on va encore grimper plus, encore avoir plus.
Et ça donne un ego, un moi hypertrophié. Et le refus, évidemment, de la vieillesse. Qu'est-ce qui arrive? Parce qu'à un moment donné, on ne peut pas forcer plus parce que la biologie s'impose. Une maladie peut s'imposer. Et nous perdons euh, tout à coup la possibilité de pouvoir rester dans le change de face aux autres, de montrer une façade magnifique. Et la tentation du suicide devient vraiment très forte. Je veux dire, le suicide assisté. C'est-à-dire le ras-le-bol, parce qu'on ne veut pas cette vieillesse-là. On ne veut pas cette déchéance. Parce que comme la ligne bleue est restée à ras de pâquerette, il n'y a pas une nouvelle richesse qui a pu émerger. Il n'y a pas une compensation par rapport à ce qui diminue que quelque chose d'autre qui augmente. Voilà, ça c'est malheureusement chez beaucoup de gens, quand ils peuvent plus contrôler, au moins qu'ils contrôlent la mort. Alors que le propre de la mort, c'est qu'elle nous demande de le lâcher prise, que nous lâchons tout contrôle, toute volonté. Il ne s'agit pas de juger ça, parce que ça fait partie de l'évolution de notre temps et que cette émergence vers la spiritualité, c'est quelque chose qui est en train de se faire. On le voit. Mais certains n'ont pas accès, n'arrivent pas parce qu'ils sont tellement fascinés par le moi et toutes ces réussites, toutes ces possibilités. Alors, comment aller vers une vieillesse, une vie accomplie? Donc, regardons les 7 tâches. La confrontation à la vieillesse et à la mort, ce sera une des tâches. Faire le bilan de sa vie, je vais rentrer dedans après. Conscience des limites de sa vie, transmettre, donner. Lâcher prise, la découverte du sens, et puis mourir créativement, créativement, vivant. Voilà. Allons vers la première tâche. Certaines, donc parlant de la vieillesse à partir de la retraite. Alors, je m'excuse pour les personnes qui ont 65 ans. Non, non, ils ne sont pas vieux. De toute façon, aujourd'hui, on n'est pas des vieux, on est des seniors. Vous saviez ça? Ah oui, il faut donner des termes qui ont une valeur. Mais admettons quand même, la retraite, pour beaucoup de gens, c'est vraiment une crise d'identité. Parce que la mort du travailleur, celui qui a œuvré, qui a travaillé dans la profession qui était la sienne, quand elle se termine, tout à coup, ben, on n'est plus rien. En tout cas, au niveau du monde extérieur. Ben oui, parce qu'on n'a pas d'utilité, sauf, bon, si vous êtes grands-parents, d'accord, vous avez vos petits-enfants, ça donne une utilité. Mais quand même, la crise d'identité, vous voyez, on était tellement identifié à je suis psychologue. Bon, voilà, je le suis encore, au-delà de la retraite. Mais je suis secrétaire, je suis banquier, je suis. Et puis tout à coup, on ne peut plus dire je suis plus. Et bien des gens m'ont confié combien c'était dur que quand ils allaient dans des endroits où il y avait des réceptions encore, auparavant, des journalistes venaient vers eux et là, ils ne les regardaient même plus. Ils se détournaient.
plus aucun intérêt. Parce que maintenant, il ne travaillait plus. Maintenant, il était, voilà, au rébut. C'est très dur de parler comme ça, mais c'est un peu le sentiment que beaucoup de gens ont. Et pourtant, cet âge de la retraite est importante et cette crise est très importante. Parce qu'il s'agit de passer de cet homme ou femme professionnel, engagé dans quelque chose que la société reconnaît, vers une nouvelle utilité. Vous savez que Genève, chaque automne, fait une grande fête pour tous les nouveaux retraités. Et puis, toutes les associations arrivent, les associations qui ont besoin de bénévoles arrivent avec leurs flyers pour proposer, venez à nous, nous avons besoin de bénévoles. Voilà, on leur offre une nouvelle utilité. Ça, c'est possible, bien sûr. Je dis pas non. Qu'on cherche effectivement qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie. Alors, il y en a ceux qui veulent aller voyager, ils ont des rattrapages à faire par rapport à leur petit mois. OK. Mais ceux qui cherchent une nouvelle utilité parce que ils ont mangé à leur faim au niveau des voyages et tout ça, c'est très important à chercher qu'est-ce qui me touche comme misère, par exemple. Qui me touche? Il y en a qui sont touchés par les prostituées, il y en a d'autres qui sont touchés par la petite enfance abandonnée, d'autres qui sont touchés par la pauvreté de famille, etc. Voilà, on va vers où on est touché parce que ça a forcément quelque part un lien avec soi-même. Deuxième confrontation, c'est la vieillesse de nos parents. S'ils ne sont pas morts très jeunes, eh bien, on les aura. C'est pas toujours des vieillesses glorieuses, je suis d'accord, et être proche aidant pour eux n'est pas évident non plus. Et puis, il y a la mort des parents. Seulement, il faut faire attention. On aimerait tellement, je ne sais pas si c'est une vengeance par rapport à l'enfance, on aimerait tellement qu'ils changent, n'est-ce pas? Et pourtant, c'est un piège, parce qu'on ne pourra pas les changer. Par contre, le chemin qu'on aura à faire, c'est comment les accepter comme ils sont. Alors, quand ils meurent, on se trouve en première ligne. Et ça, c'est un sentiment que j'ai vraiment eu. Ah oui, la protection devant, elle est partie loin. Et je suis maintenant la prochaine. Oh, waouh! Donc, ça, cette confrontation, elle est importante parce qu'elle nous rend plus conscients de la finitude. La confrontation à la mort du conjoint pour certains aussi qui a lieu ou qui a lieu tôt ou tard d'ailleurs, si on a encore un conjoint évidemment. C'est un deuil parce que c'est un projet de vie. Il se termine. Que faire après? Est-ce qu'on peut se relever après ça? Alors, à la deuxième tâche. Je pense que ce serait très utile de faire le bilan de vie, le bilan de sa vie, de l'écrire, de faire écrire son histoire de vie, de la raconter à quelqu'un. Et aujourd'hui, il y a des gens qui se consacrent d'ailleurs à ça, que des personnes qui n'ont pas nécessairement là une habileté à écrire, à s'exprimer par l'écrit, eh bien, ils font raconter et puis elles prennent des notes et après le mettent en page. Et je trouve d'ailleurs que ça serait une tâche extrêmement importante pour toute maison de retraite. Qu'on se consacre à ça pour les personnes qui y sont, donc ils ont encore la tête évidemment et des mémoires, pour leur faire raconter leur histoire. Parce que là, dans ces maisons de retraite, les soignants ne savent rien d'eux. Ils ne savent pas qui ils sont. C'est que des vieux à torcher, quoi. Et évidemment, ça ne donne pas un respect.
vu qu'on ne sait pas par où ils ont passé leurs épreuves. Et je dirais plutôt que de faire de l'animation, alors rien contre l'animation, parce qu'elle est quand même utile de temps en temps de faire des trucs, mais de s'occuper de cette histoire et qu'on puisse la respecter, qu'on puisse la mettre en valeur pour donner à la personne âgée un sentiment d'être quelqu'un. Et ce regard sur eux, je pense c'est important qu'il puisse changer. Qu'on ne voit pas seulement des vieilles peaux là, qui ne foutent plus rien, mais que ce sont des gens qui se sont battus, qui ont passé par des épreuves dont nous, on n'a aucune idée même. Parce que bon, aujourd'hui, c'est encore des gens qui ont passé par la guerre, qui ont vécu des choses difficiles. Ça permet de faire sens et d'essayer de voir le fil de cette existence, de comprendre et un regard extérieur qui peut valoriser, qui peut essayer quand on voit que le négatif, en quoi cette expérience a pu être utile, à quoi elle a pu, quel enseignement elle a pu donner, etc. Donc ça me semble quelque chose de très important à faire. Vous pouvez le faire avec votre maman d'ailleurs. Je ne sais pas combien de vous ont eu une mère ou un père qui ont raconté leur histoire, leur vie, mais bon, certains racontent toujours les mêmes trucs, quoi. Mais voir un peu, hein, décennie par décennie, on avance, on regarde comment ils l'ont vécu, pas seulement les choses extérieures, mais par où ils ont passé, par quelle école, etc. Euh, mais comment ils ont vécu, quels étaient leurs sentiments. Ces gens ont tellement peu donné d'attention à cela, parce qu'il fallait survivre aussi. Donc voilà, ça c'est vraiment un truc que je vous conseille. Puis réaliser encore ses rêves. Alors là, je pense à une histoire vraiment qui, elle me bouleverse là, chaque fois. Quand j'y pense, elle est aussi dans mon livre, d'ailleurs. L'histoire de Monsieur Charles qui allait à l'hôpital. Alors ça, c'est une de mes élèves, Nicole, qui m'a raconté ça. C'est pas moi-même qui a vécu. Donc, elle avait donc ce monsieur Charles qui allait pour un check-up par rapport à son cœur. Et il savait, d'ailleurs, le médecin lui a dit que là, c'était très sévère maintenant. Il devait faire une opération encore et il lui a dit que pas de garantie qu'il s'en sortira de cette opération. Donc, il était là assis après cet entretien, tout abattu dans le couloir et Nicole est tombée sur lui et puis elle s'est assise à côté de lui. Et elle savait qu'est-ce qui se passait, elle savait le diagnostic et le pronostic. Et puis, elle lui a demandé s'il avait encore des envies. Est-ce que vous avez encore des envies? Qu'est-ce que vous aimeriez encore réaliser? Et là, tout à coup, il s'est animé et puis il a dit plein de choses qu'il voudrait faire. Et puis tout à coup, il a pris conscience, mais j'aurais pas le temps. Mais j'aurais pas le temps à tout faire ça. Alors, oui, d'accord. Si je sors de cette opération, je vais le faire. OK, d'accord. Si. Et Nicole, elle avait du courage hein, quand même pour le dire. Elle lui a dit, et s'il n'y a pas de après, si ne vous en sortez pas, qu'allez-vous faire la semaine que vous avez encore là devant vous jusqu'à l'opération? Qu'allez-vous faire de vos envies? Et elle est allée vite acheter un petit calepin au kiosque et s'est assise de nouveau à côté de lui pour lui dire, alors maintenant dites-moi vos rêves. Et elle a commencé à noter, tac, 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 tac. Et lui, il voulait faire un voyage de mariage parce qu'ils n'ont jamais fêté avec un voyage leur mariage. Ils n'avaient pas d'argent, ils étaient trop pauvres. Et ça, il voulait vraiment offrir à sa femme parce que sa femme, ils n'ont jamais pu voyager. Et sa femme collectionnait toutes les cartes des autres, les cartes postales, et tapissait sa cuisine avec. Elle rêvait avec les images des autres.
Et voilà, il voulait rentrer à la maison et puis il disait, oh là là, mais comment je vais faire? L'argent, ça coûte et j'ai pas l'argent. Et l'idée lui est venue qu'il pourrait demander à son fils. Ah oui, mais il était en bisbille avec son fils. Comment faire alors? Alors, il est rentré à la maison. Alors, Nicole lui a dit, on en parlera quand vous revenez d'ici d'une semaine. OK? Elle lui a donné son numéro de téléphone pour qu'il puisse l'appeler si jamais. Et alors, elle a reçu quelques jours après un téléphone de Saint-Tropez, s'il vous plaît. Et Madame Charles au téléphone a dit, oh, mais mes rêves se sont accomplis, ça y est, enfin je vois Saint-Tropez et la mer. Et puis elle a raconté que son mari s'est réconcilié avec son fils au Brésil, qu'il lui aura envoyé de l'argent pour qu'il puisse faire ce voyage et puis pour qu'il puisse montrer la mer à sa femme. Waouh! Ils étaient heureux. Ils sont revenus effectivement le jour où ils devaient entrer à l'hôpital pour se préparer à l'opération. Et donc, ils ont encore raconté, voilà, tout ce qu'ils ont fait cette semaine. Monsieur Charles est sorti de l'opération, vivant, mais il s'est éteint juste quelques temps après sur le chemin vers sa chambre. Non, c'était pas sa chambre, je pense aux soins intensifs. Il a pu quand même embrasser la main de sa femme encore et il s'est éteint. Et effectivement, il n'y a pas eu d'après. Mais l'épouse, quelque temps après, est venue revoir Nicole et l'a amené le petit calepin. Et elle l'a ouvert, elle a dit, regardez. Et là, Nicole a lu tous les points qu'ils avaient mis, elle avait écrit point par point. Tout était biffé. Il avait fini. Il avait terminé. Elle a reçu le petit calepin de Madame Charles. Et ce qu'elle a dit, il vous appartient celui-là. C'est un témoignage de mon mari. Cette histoire, je la trouve magnifique parce que, vous voyez, combien disent, oui, une fois que je serai guérie, une fois que quand mon genou ira mieux, je ferai ceci, je ferai ça, ah là là là. Tant de choses qu'on repousse à plus tard. Alors, arrivons vers la troisième tâche. Prise de conscience et acceptation des limites de sa vie. Alors, effectivement, à un moment donné, il va falloir aussi abandonner certaines choses. Il y a des projets qu'on avait, qu'on sait, ils ne vont pas se réaliser. Les vœux qu'on avait ne vont pas être exaucés. Par exemple, il y a des femmes qui arrivent fin quarantaine, cinquantaine, le projet d'enfant, d'avoir un enfant, oui, bien sûr, d'accord, ok, on peut encore faire aujourd'hui des prouesses comme cette femme italienne à 65 ans donner naissance. Mais soyons quand même réalistes, un enfant n'a pas besoin d'une grand-mère comme mère. Ce vœu, eh bien, il ne pourra pas se réaliser. Plutôt que de rester dans une sorte d'amertume, d'avoir raté quelque chose, d'avoir réussi peut-être professionnellement, mais pas sur ce plan-là, eh bien, pourquoi pas devenir une grand-maman de remplacement dans des familles où leur grand-mère vit à 1000 kilomètres? Pourquoi pas donner son temps à des petits-enfants qui sont des autres, mais
on pourra être utile, on pourrait les aimer. Alors, il y a aussi des habitudes obsolètes. Par exemple, pourquoi devez-vous vous lever toujours à la même heure, à 6 heures du matin, comme quand vous deviez aller bosser? Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce que c'est pas permis d'avoir des grasses matinées? Je sais, il y a des gens qui ont que le devoir qui sont dans leur tête. Vous pouvez lâcher certaines de ces habitudes. Même, il y en a encore ils sont pensionnés, ils ont une retraite, mais ils mettent encore le réveil pour se réveiller. Eh bien alors, est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que vous ne pouvez pas laisser naturellement votre sommeil se terminer quand il se terminera? Il y a des corvées inutiles. Je dis ça surtout pour ceux qui ont toujours besoin de pousser, de nettoyer. Alors, après, on a des limitations physiques. Et c'est vrai que, évidemment, avec l'âge venant, c'est quelque chose que nous risquons de rencontrer. Il y a certains qui ont des maladies qui se développent. C'est pas ce qu'on souhaitait, c'est pas ce qu'on voulait. Là, j'aimerais vous lire quelque chose de mon merveilleux livre qui est un texte que Denise a écrit. C'est une amie de mon père, une luxembourgeoise, qui a développé le Parkinson. Alors, ça prend des années, un Parkinson. Mais c'est une maladie qui, quand même, peu à peu, diminue les mouvements on connaît toujours que le tremblement. Et il y a aussi beaucoup de raideurs qui vont avec, et des paralysies, et des faiblesses. Et elle écrit « La maladie, une vocation ». C'est déjà intéressant, ce regard sur la maladie. Et elle donne, pour commencer, un verset de la Bible, de Jean 21, 18. « En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même, tu te mettais ta ceinture toi-même, et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu éteindras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. » Vous entendez ça? Alors là, elle continue, mais une fois menée dans cette terre où je ne voulais pas être menée, la maladie de Parkinson, j'y ai trouvé des biens insoupçonnés, des grâces ignorées jusqu'alors. Qu'on ne se méprenne pas, jamais de plein gré je n'aurais voulu y être conduite et jamais je n'aurais voulu y rester si j'en avais eu le choix. C'est une situation analogue à celle que j'ai vécue après la mort de mon mari, lorsque le père L m'a dit cette phrase remarquable. Le veuvage est une vocation qu'on ne choisit pas, mais qu'il ne faut pas non plus subir passivement. Cette phrase fut le tremplin pour une vie renouvelée et riche en rencontres et aventures. Mais considérer ma maladie comme une vocation que je n'ai pas choisie, mais que je ne veux pas non plus subir passivement, peut m'ouvrir des portes à plus et à mieux, même pas à la légère. Ah non, mais pas à la légère et pas en rigolant. Un fruit commence à mûrir timidement. Mon tempérament extraverti permet de plus en plus une attitude intériorisée. Tous ceux qui m'ont connu et côtoyé savent que j'ai toujours eu le verbe rapide et facile, au point d'énerver parfois mes interlocuteurs. À peine née, une idée était déjà articulée, à peine vécue, un sentiment était déjà formulé. Maintenant, privé souvent de l'usage de mes mains, attendant parfois longtemps
l'occasion de dicter quelques phrases à quelqu'un qui veut bien me prêter sa main. Je dois laisser le vécu mûrir longuement et descendre au fin fond de mon être, là où se révèle parfois une richesse inouïe. J'ai appris que le poids que nous avons apporté n'excède pas la force qui nous a été donnée. Je relis cette phrase. J'ai appris que le poids que nous avons apporté n'excède pas la force qui nous a été donnée. Soyons clairs, il y a des heures sombres et pénibles, mais comme dans les tableaux de Rouault, par exemple, les couleurs sont rehaussées par le noir et les heures lumineuses de ma vie brillent d'autant plus clairement. Moi, je trouve bouleversant quelqu'un qui dit comme ça oui à sa maladie. Enfin, peut-être pas toujours oui, hein, parce que parfois il doit y avoir aussi des non, mais qui arrivent à un moment donné de nouveau à s'abandonner, à dire oui. Et ce que j'ai décrit en dessous, apprendre à profiter de ce qui reste, au lieu de se plaindre de ce qui n'est plus, ça c'est un des enjeux, vraiment. Se tourner vers ce qui reste. Et là, on peut découvrir des trésors. Ou bien, comme Denise le dit, apprendre à perdre pour gagner ailleurs. Et combien de fois, justement, la maladie nous pousse, on a exactement la maladie qu'il nous faut pour que nous allions en profondeur, à la recherche de cette âme dont Jung parlait au début, à la quête de notre intériorité. Parce que tant qu'on est dans ce monde à courir et à être important, qui s'occupe de cette intériorité? Allons vers la quatrième tâche. Alors là, il y a à faire, hein? Transmettre. Oui, parce que la vie de l'homme, elle est faite pour donner. Alors, la première partie, donc cette ascension qu'on avait pendant les premières 40 ans, etc. Là, l'enfance, l'adolescence, etc. Ça, ce sont des temps, effectivement, où on prend les soins, la nourriture, tout ce qu'on nous offre, l'école, les, euh, les apprentissages, les connaissances, tout ça, on ingurgite, on prend. À partir de l'âge adulte, notamment quand on a des enfants, nous avons déjà une première tâche de donner à celui qu'on a mis au monde, qui est plus important que nous. Dans la phase plus loin après, quand nous aurons, nous cherchons effectivement cette nouvelle utilité, nous avons accumulé beaucoup d'expériences, nous avons des savoirs et nous avons à transmettre. Quel grand-père aujourd'hui raconte encore sa vie, de ce qu'il a vécu, avec les petits-enfants autour de lui? Il faudrait leur enlever la petite tablette ou le téléphone pour que le grand-père puisse les rassembler autour. Parce que ces expériences, elles sont tellement uniques et c'est important de savoir d'où viennent nos aïeux. D'où viennent-ils? Qu'est-ce qu'ils ont vécu? Une fois qu'ils ont perdu le langage ou la tête, ben c'est trop tard. Et comme les Africains disent, chaque vieux qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Donc, cette transmission, commencez à raconter, enfin, je l'ai dit au début, hein, quand écrire sa vie, s'ils ne vous écoutent pas, vos enfants, parce qu'ils ne sont pas intéressés, parce que la télé, Netflix, c'est beaucoup plus important, eh bien, au moins, ils auront le récit de votre vie que vous avez mis sur papier. Et ça sera utile pour eux.
plus je trouve que les grands-parents, ils ont un don par rapport aux parents, c'est-à-dire, comme ils n'ont pas besoin de les éduquer, ils sont beaucoup plus aptes à être inconditionnels, à les aimer comme ils sont. Et c'est intéressant que parfois leur maman est jalouse de cet amour que les petits reçoivent parce qu'ils ne l'ont pas reçu. Ben non, parce qu'à l'époque, c'était leurs parents et ils devaient les éduquer, mettre des limites. Donc, c'est important, ces grands-parents, je vois dans les thérapies combien des grands-mères ont été des piliers d'amour plus que les parents. Parce qu'ils donnent une chose, vous savez, ce qui pour l'enfant est l'amour, comment il perçoit ce qui est l'amour. Une enquête a montré que c'est le temps gratuit que vous donnez à l'enfant. Ce n'est pas l'amener au sport, ça c'est un devoir. Ce n'est pas lui faire à manger, même si vous donnez de la peine, c'est encore un devoir pour l'enfant. Ce n'est pas tout ce que vous faites parce que c'est votre devoir, c'est le temps gratuit. Combien de temps gratuit donnez-vous? Parce que c'est ça qui va être traduit comme ils m'aiment. Et les grands-parents, ils ont du temps gratuit. C'est pour ça, on se sent aimé par eux. Après, bon, passant au suivant, c'est transmettre-les bien. Hein? Bon. Faire du débarras de ce qui ne sert plus. Je pense que c'est très important dans notre vieillissement qu'on commence à vider un peu. Moi, j'ai mis toute une liste de tout ce que je veux donner à des brocantes. Parce que, et aussi nos armoires. Alors, les armoires avec les vêtements accumulés depuis 40 ans. Mon Dieu. Alors, vous savez, j'ai une phrase magique. Je l'ai de Marie Kondo, c'est une japonaise qui s'est consacrée à aider les gens à débarrasser. Et la phrase magique que j'ai, qui m'aide, c'est « Est-ce que ce vêtement-là me met en joie ?» C'est magique. Est-ce que ce vêtement, est-ce que cet objet, est-ce que ce truc-là, est-ce qu'il me met en joie? Et si ça dit bof, oh, pas vraiment, eh bien, c'est à donner. C'est clair, il n'y a, y a pas de tergiverser. À moins que vous voulez prendre des trucs qui ne vous mettent pas en joie. Mais il faut savoir, ces trucs qui ne vous mettent pas en joie, eh bien, c'est des poids qui vous pèsent. Donnez le trop à ceux qui manquent. Oula, oui, on a beaucoup trop. Donc, en plus, alors, faites attention, hein, dès que je sais bien l'ego, comment il fonctionne, dès que vous mettez quelque chose dans votre sac pour amener chez Caritas ou d'autres, c'est tout à coup, comme vous l'avez vu de nouveau, sorti de votre armoire, vu, dit non, ça ne me met pas en joie, vous l'avez mis dans le sac. Et donc, aussitôt après, une semaine après, l'ego dit, eh bien, dis donc, tu aurais pu mettre ça aujourd'hui. Et tu vas le ressortir de ton sac, n'est-ce pas? Ouais. Ça fait 10 ans que tu l'as plus vu et il t'a pas manqué, mais vu que tu l'avais devant les yeux, mis dans le sac, il commence à exister, il commence à te manquer. Ça, c'est l'ego pur et dur. Alors, faut en rire. L'ego, c'est un petit joufflu qui a beaucoup d'imagination pour nous faire retenir, garder. Et puis, un autre truc, c'est faire son testament. Alors là, ouais, je pense que ça, c'est important.
aussi les directives anticipées. Comme ça, nous prévoyons déjà, nous voyons à qui nous voulons donner ceci ou cela. Parce que, bon, en tout cas en Suisse, on a le droit de donner une certaine part, à des personnes, des associations, etc. Et après, il y a une part qui est pour l'époux, l'épouse, et une part pour les enfants. Donc, ça, c'est inviolable. Mais on peut faire ce testament et puis ça va déjà régler plein de choses. Ça va mettre des choses au clair. Aussi les directives anticipées. Et à vous qui avez des personnes, des mamans âgées, des papas âgés, ça, c'est une excellente manière d'aborder la fin de vie, je trouve, parce que on peut dire, tu sais, pour moi, c'est important de savoir quels sont tes désirs pour que je puisse être le plus juste avec toi, pour que je puisse vraiment défendre tes points de vue si tu devait arriver quelque chose, espérant que ça n'arrive jamais. Mais si ça devait arriver, que je sache comment parler pour toi. C'est un acte d'amour pour eux de savoir qu'on puisse se préparer, qu'on puisse voir aussi et être au clair. Donc, ce sont des choses aussi, ça fait partie de faire face à la mort. Passons à la 5e tâche. Alors, lâcher prise. Bon, c'est un mot qu'on connaît bien, n'est-ce pas? Lâcher prise, ce qu'ils disent toujours, lâche prise. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez que depuis petit, on a dû apprendre, enfin, notre petit moi, ce personnage, ou le masque, qu'on s'est mis, il est devenu une sorte de façade à l'extérieur. Hein. D'ailleurs, faut savoir que persona, le mot persona, ça signifie, ça parle de ces acteurs sur la scène en Grèce qui portaient des masques et ils parlaient à travers, donc personare, ça veut dire de son qui passait à travers ce masque parce qu'il y avait des ouvertures pour la bouche. Et donc, ils étaient cachés derrière. Et donc, nous, on parle de personne, la persona, le personnage, mais c'est un masque, effectivement, c'est complètement juste. Et nous, on est derrière le vrai être qui nous sommes. Ce que Jung a appelé le soi, Bernard Monteau l'a appelé le je, l'être véritable. Celui-ci est derrière le masque. Donc, il y a à lâcher prise et ça veut dire, pour moi, ça veut dire devenir vrai. On laisse cet extérieur, ça veut dire le jugement des autres devient de moins en moins important. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de ce qu'ils pensent? C'est leur problème finalement, c'est pas les miens. Quand on a, c'est vrai, c'est pas évident parce qu'il va falloir vraiment faire ce travail vers soi, de qui je suis, cette acceptation de soi, pour pouvoir être à l'aise, même si d'autres trouvent c'est idiot, c'est pas bien, la mienne. Être vrai plutôt que soumise. Ça veut dire aussi relativiser les problèmes jusqu'à ce qu'il n'ait plus d'importance ou de moins en moins. Ne plus se presser. J'essaie déjà de pratiquer ça, de ne plus me presser. Mais qui c'est qui me pousse à courir tout le temps, franchement? Est-ce vraiment nécessaire? Mais il faut prendre conscience de ce fonctionnement-là. Il faut comprendre combien on est
drillé, conditionné. Ça veut dire que je commence à me prendre un peu plus en avant pour ne pas être toujours à la dernière minute. Alors, ça va faire plaisir à Carmen, n'est-ce pas? Ma trésorière qui doit subir parfois quand même mes dernières minutes. C'est vivre le moment présent. Et là aussi, j'aimerais vous dire que bon, ça s'appelle la mindfulness. Ça s'appelle, je crois en France, on appelle ça la pleine conscience. Hein. C'est une démarche pour vraiment apprendre à vivre le moment présent. Je dirais plutôt pleine présence, ce serait plus juste. C'est être conscient de mon corps, sentir mon corps, et ça c'est intéressant parce que ça nous fait ralentir. Ce qui est important aussi dans la fin de vie, dans la vieillesse, c'est la notion de dignité. Affirmer la dignité intrinsèque. Qu'est-ce que ça veut dire, intrinsèque? Ça veut dire, c'est la dignité de notre être depuis le début jusqu'à la mort. N'importe comment on est au niveau physique, nos défaillances corporelles, nos pertes urinaires, ou même perdre le contrôle, l'incontinence, des difficultés de faire, de ne plus pouvoir faire, de ne plus parler, de ne plus marcher. Tout ça que certains appellent indigne, c'est indigne. Mais alors, indigne, est-ce qu'un bébé qui chie dans ses couches, est-ce que c'est indigne, voyons? Est-ce que c'est indigne qu'il bave? Est-ce que c'est indigne qu'il rote? Ben non. L'enfant a une dignité déjà et on l'aime comme il est. Pourquoi un vieux qui rote, qui fait dans ses couches, dans ses protections, on dit aujourd'hui pour ne pas faire référence à la même chose? Comment ne pas penser que lui aussi il est digne parce que c'est son être qui est digne et pas ce personnage qu'on voit qui est en déchéance. C'est notre regard qui va lui donner la dignité parce que la personne elle-même, elle a honte. Et d'ailleurs, ça c'est toujours comme ça, hein, parce que quand on vieillit, il y a des choses de l'enfance qui reviennent. Et notamment, selon comment était notre apprentissage de propreté, eh bien, ça va revenir, évidemment. La honte, la honte. Et c'est nous, en tant que proches, en tant que soignants, que nous aurons à donner un autre regard sur eux, que ce n'est rien, parce que c'est leur être qui est digne, et leur être mérite tout le respect. Sixième tâche, la découverte du sens. En accordant à sa vie intérieure la place nécessaire, on découvre le sens unique et un sentiment de cohérence de sa vie, et même une cohérence au niveau de la chaîne des générations. Ça, c'est quelque chose qu'on peut voir aussi quand on fait des constellations familiales, et je vous conseille vivement d'en faire pour prendre conscience de cette continuité et comment ils vivent en nous et comment souvent nous portons des poids qui leur appartiennent d'ailleurs et ça utile qu'on les lâche. Mais cette continuité est très importante de la comprendre en un maillon là-dedans et on donne plus loin. La vie continue. Ça donne un sentiment de gratitude et de reconnaissance. Et moi, j'aime bien cette phrase de Gabriel Marcel. La gratitude est gardienne aux portes de l'âme
contre les forces de destruction. Je la répète, la gratitude est gardienne aux portes de l'âme. Elle siège là, la gratitude. Elle est comme un rempart pour que les forces de destruction, de désespoir, de négativité puissent rentrer et atteindre notre âme. Et une des choses qui est un remède antidépressant magique, c'est tous les jours trouver 3 choses pour lesquelles être reconnaissant. Donc, si vous faites ça, reconnaissant que vous pouvez encore uriner à la toilette, vous avez les forces, que vous pouvez sortir, admirer les fleurs, que cherchez dans la journée, il y en a toujours 3 choses, certainement 3 choses à trouver. Oh là là. Oui, merci même de pouvoir encore me moucher. Voilà. 7e tâche, mourir vivant. Alors, pour comprendre ça, parce que beaucoup de vies terminent dans une inconscience, n'est-ce pas? Et on dit comment mourir vivant, c'est pas très vivant ça. Alors, qu'est-ce que vous en savez? Où est leur vraie vie? L'inconscience, d'ailleurs, que je mets toujours avec guillemets, parce que comme ce sont des voyageurs, des frontaliers qui sont parfois ici, parfois là, ce qui est important, c'est être relié à notre être essentiel, qui retourne à sa source. Et le vivant, si nous pouvons sentir où ils sont, peut-être là où ils ont déjà accès à voir de l'autre côté, ils sont plus vivants que nous, là, assis sur notre chaise à côté d'eux. Oui, on ne sait pas ce qui est avant la naissance, enfin avant la conception. On ne sait pas ce qui est après notre mort, enfin. Ceux qui ont vécu une mort imminente nous ont ouvert quand même quelques lucarnes. Mais c'est quand même des mystères encore, des grands mystères, d'où nous venons. Mais il y a un sens. Et si nous comprenons, je crois que ça aide aussi. Moi, en tout cas, ça m'a aidé dans ma vingtaine quand j'ai détesté mon père de tout mon cœur, qu'on m'a dit, mais tu as choisi tes parents. Ah, moi, choisi mes parents? Jamais. Ah, évidemment, il n'y a aucune preuve de ça. Mais comme regard sur la vie, eh ben, ça change quelque chose. Parce que le questionnement était tout à coup, ah bon, alors, qu'est-ce que j'ai à apprendre chez mon père si j'ai choisi de venir dans cette famille avec cet homme autoritaire? Et on est venu à choisir une tâche aussi. On n'a aucune preuve, évidemment, parce que c'est écrit nulle part. Mais de le dire, c'est que, ah, je porte quelque chose au fond de moi qui sait. Et ça veut que je trouve. Donc, regardez ce que dit Dag Hammarskjöld, c'est le secrétaire général de l'ONU, qui est mort malheureusement dans un accident d'avion. C'était encore un temps où il y avait des vrais hommes d'État qui étaient à cette place. Il dit, pour tout ce qui a été, merci. Et à tout ce qui est à venir, oui. Waouh! Je trouve ça énorme, c'est très grand. Si en fin de vie, on pourra dire merci pour tout ce qu'il y a eu, même si ce n'était pas parfait. Et je dis oui à ce qui vient. Voilà. Alors, bon, le début de l'aventure spirituelle signait la fin de la peur. Parce
Il faut comprendre la peur, si nous avons peur de la vieillesse, peur de la mort, c'est que cette peur, tout ce vers quoi on ne veut pas aller, ça parle d'un vide dedans et que cette quête de l'âme, la rencontre, aller vers cette intériorité de notre être, c'est quand nous rentrons dedans, la peur diminue. En fait, elle est juste un symptôme, elle est juste un signe que dans notre vie, il manque quelque chose. Rappelez-vous, on est trop dans l'extérieur, là, dans cette courbe que je vous ai montrée dans la vie inaccomplie, par exemple, qu'il y a quelque chose qui doit monter dans l'intérieur. Cette courbe doit remonter parce que nous avons faim de cette fin, nous avons peur de cette fin qui s'annonce, qu'on sait qui vient. Et que plus elle monte, plus la peur va diminuer. C'est toujours une absence de reliance, c'est toujours une déconnexion avec notre profondeur, la peur. Donc, ce n'est pas important de la vaincre, la peur. Je dirais, ce qui est plus important, c'est que nous voyons qu'il y a autre chose, que nous devons chercher autre chose pour qu'elle puisse céder la place, comme une utilité ou cette richesse intérieure, cet amour surtout. Et il faut aussi comprendre que le contraire de la mort, non, le contraire de la peur, ce n'est pas l'amour, c'est pas le courage, excusez-moi, c'est pas le courage. On croit toujours, si on a du courage, on pourrait dépasser la peur. Non, ça va vous étonner, mais c'est l'amour qui est le contraire de la peur. Parce que déjà physiquement, regardez, quand vous êtes dans la peur, votre cage thoracique, elle devient étroite. Vous respirez tout superficiellement. L'amour, quand vous êtes en état d'amour, c'est large, ça, vous grandissez, vous expandez. L'amour ouvre, la peur ferme. Et ça veut dire plus nous aimons inconditionnellement. Nous aimons inconditionnellement. Moins on aura peur. Parce que il n'y a plus de jugement. L'inconditionnalité va empêcher le jugement. Je vous donne pour terminer cette phrase. Pour vous, vous pouvez l'écrire, vous pouvez le coller sur votre miroir. Je m'accepte entièrement. Je me respecte totalement. Je m'aime inconditionnellement, exactement comme je suis. C'est Pierre Pradavant qui l'a écrit sur mon tableau quand il est venu pour donner un séminaire comment apprendre à s'aimer. Voilà, j'ai terminé avec mon exposé. Donc, je suis disponible pour vous et pour vos questions. Tu permets juste que je fasse une métaphore sur le lâcher-prise que j'aime bien utiliser avec les patients que j'accompagne. Oui, volontiers. Souvent, on a une vision du lâcher-prise. Si vous imaginez que j'ai une poignée de trombone ici dans ma main, je ne vais pas le faire parce qu'il va y en avoir partout dans toute la pièce. On a souvent une vision du lâcher-prise où c'est comme ça et puis il y a tous les trombones qui partent dans tous les sens dans la pièce. Et on a peur de ça parce qu'effectivement, on a l'impression qu'on ne va plus rien contrôler. Mais le lâcher-prise, c'est pas ça. C'est peut-être pour certaines personnes juste ça. Il y a peut-être un ou deux trombones qui vont tomber. Et des fois, ça suffit juste pour lâcher prise. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci. Merci Karine. Très bien, super. Avez-vous d'autres questions? Bonsoir Lydia. C'est Martine. Bonsoir Martine. Oui.
Bon, génial, hein. Merci beaucoup. C'est une synthèse extraordinaire, vraiment très, très bien menée à tous les niveaux. C'est génial. Enfin, bon, voilà, j'ai beaucoup apprécié. Merci. Il y a Merci. quelque chose au moment du réveil. Tu as dit que c'était souvent pareil que ce qu'on a vécu à la naissance. Or, tous nos réveils ne sont pas au petit matin, on n'est pas toujours dans le même état d'esprit. Oui, oui, ça c'est sûr. Ouais. Ouais. Donc voilà, enfin Mais c'est. moi, je fais appel à des choses qui sont récurrentes. Donc, c'est toujours la même Oui, chose. d'accord, d'accord. Un Ok, sentiment parfait. qui revient tout le temps, tout le temps, tout le Oui, temps, tout le temps. ouais. Et qu'on ne s'explique pas. OK? Puis je voulais te montrer, je viens d'avoir 70 ans et mes petits-enfants m'ont offert ça. Mamie, parle-nous de toi. Oh, Et donc, c'est oh, un gros livre, hein. merveilleux. C'est un gros livre avec effectivement plein de questions. Chère mamie, nous t'offrons ce livre pour que tu nous fasses un cadeau. C'est que tes souvenirs nous intéressent beaucoup. En répondant aux questions posées ici, tu écriras une histoire, la tienne. Comme c'est l'histoire de quelqu'un que nous aimons très fort, elle aura pour nous beaucoup de valeur et nous la garderons précieusement pour le transmettre. Je trouve Bravo. ce livre magnifique, magnifique. Mon Dieu, c'est beau. C'est Oh, c'est beau. magnifique, c'est magnifique. Ouais, ouais, tout Ben à voilà, fait. alors tu auras des beaux moments avec Ah ben là, tes petits j'ai de enfants. quoi faire, hein. Il y en a des pages, hein. Oui, je vois. Il Il y est a épais. beaucoup, 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 beaucoup. Mais c'est génial. Enfin, c'est voilà. Donc, et je trouve extraordinaire, effectivement, et quelque chose vraiment à proposer et à suggérer dans les EMS Ouais, aux animateurs, hein, vraiment ouais, d'aller vers les absolument. personnes. Oui, Et oui. voilà, j'utilise aussi beaucoup, enfin, je ne sais pas si certains connaissent, Vertelis. C'est moins de banalité et plus de conversation. Et dans certains EMS ou dans des homes, les animateurs ont été ravis parce qu'effectivement, ce sont des questions qui ne parlent pas de banalité, mais qui, là, je vais en prendre une, qui ou quoi t'a inspiré, de quoi es-tu le plus reconnaissant, euh, de quel poète es-tu le plus fier, pour vraiment, ben oui, aller au fond de soi, quoi, parce que c'est vraiment l'essentiel pour moi. Est-ce que tu pourrais écrire sur le chat le titre Oui, bien et sûr, l'auteur de ça, s'il te plaît? bien sûr. Super. Oui, parce que dans les EMS, je trouve, ou dans les EHPAD en France, je trouve que l'animation, souvent, elle fait juste du remplissage. Eh Et, oui, c'est de et passe à l'occupationnel, souvent. l'occupation, on occupe, voilà. Et on passe à côté de l'âme, elle a besoin de nourriture, elle a besoin aussi de la reconnaissance. Et c'est vraiment, il faut changer de cap pour, avec nos personnes âgées. Tout à fait. Merci beaucoup, Martine. Je t'en prie, C'est très plaisir. joli. Est-ce qu'il y a autre chose? Lydia, bonsoir. C'est Dani. Dani, bonsoir, Dani. Justement, je voulais rebondir sur les petits-enfants. Tu as parlé de ce temps gratuit qu'on pouvait accorder à nos Ouais, enfants. Et ouais. je trouve que moi, j'ai 80 maintenant, ça y est. Wow. Mm, Donc, oui, je trouve que c'est vraiment très, très réconfortant d'avoir des liens étroits avec les petits-enfants qui sont différents selon les petits-enfants, ouais. mais on sent qu'on compte pour eux. Ce sera des fois pour donner des conseils sur une langue, des fois ce sera pour faire quelque chose ou simplement pour s'inquiéter de ce qu'ils font. Mais je trouve vraiment que ça enrichit nos années un peu entre guillemets, de vieillesse. Et ça vaut vraiment la peine. C'est un investissement qui vaut la peine. Magnifique. Merci, Dani, pour ton témoignage. Et cette idée
que j'ai déjà proposé, parce que en thérapie, j'ai rencontré une femme débordée avec un enfant qu'elle élevait seule, et une autre patiente qui, elle, tous ses petits-enfants sont devenus grands et étaient toujours avec leur téléphone portable, puis ils ne s'intéressaient plus tellement, même s'ils venaient manger, ils étaient encore sur leur portable. Et donc, j'ai dit, mais là, j'en ai une qui aurait tellement besoin de quelqu'un parce que ses parents étaient en Afrique et personne ici qui la soutenait. Ben, une grand-maman de remplacement, mais c'est génial, surtout quand elles ont envie encore d'avoir des enfants, s'en occuper. Et là, il y a de quoi faire, hein, franchement. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou témoignages? Bien. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense que nous pouvons mettre fin. Et je vous remercie d'avoir été là avec moi ce soir et d'avoir partagé ce voyage autour de la vieillesse qui peut être vraiment un temps magnifique. En tout cas, c'est ce qu'il faut en faire, un temps magnifique. Ouais. Que ce soit un temps riche et une période de notre vie de maturité où nous allons maturer nos graines, hein, à replanter. Voilà, je vous souhaite tout de bon.